on y reviendra après, mais on va dire, voilà. Alors partons du Big Bang, qui est le point de départ. On parle de ce que vous voulez, d'ailleurs. Oui, on ne va pas partir du Big Bang, d'ailleurs. Simplement, en termes de transition, il y aurait beaucoup de transitions possibles, mais simple au niveau épistémologique sur les mots que nous utilisons. Vous avez bien compris que Étienne travaille dans la physique, disons, de l'infiniment petit, c'est-à-dire la physique de très petite échelle et très hautes énergies, ou celui, l'astrophysicien, qui travaille plutôt dans l'infiniment grand, bien que j'essaierai de vous convaincre tout à l'heure que l'univers n'est pas infini, mais donc il est au moins très très grand. Nous travaillons donc sur des propriétés physiques de l'univers, et le terme univers contient les notions fondamentales d'unité et de diversité. Et toute la démarche de la physique, qui remonte sans doute au projet assez fou de Platon et de Pythagore, à 25 siècles, c'est d'essayer d'expliquer, de réduire cette extraordinaire diversité des phénomènes observés, des phénomènes physiques, à une unité sous-jacente, qu'il s'agisse donc de réduire la diversité des 350 particules formées de quarks, par exemple, à une famille plus restreinte, précisément les quarks, ça c'est dans le domaine de la physique des particules, réduire la diversité des interactions fondamentales, 4 actuellement, à éventuellement une seule interaction qui aurait gouverné l'ensemble des processus au tout début de l'univers, et donc il y a cette quête d'une certaine unité des interactions fondamentales, au-delà donc de la diversité apparente des phénomènes. C'est ça l'une des démarches essentielles de la physique fondamentale. Mais comment atteindre l'unité, je veux dire sans tomber dans la spiritualité, le mysticisme ou autre, pour le physicien, le mathématicien, le physicien fondamental, cette unité va être atteinte en général en utilisant les outils donnés par les mathématiques et la géométrie. Et ça nous renvoie en fait à une forme d'esthétique qui joue un rôle extrêmement important dans notre modélisation. Une esthétique qui nous renvoie au mot, à l'équivalent grec du mot univers, qui est le mot cosmos, qui a la même racine que cosmétologie, et qui a donc bien à voir quelque part avec la beauté et avec l'ordre, caché ou pas. Donc voilà, c'était une transition que je voulais faire. Nous travaillons, donc physiciens fondamentaux, qu'il s'agisse de très très grandes échelles ou de très petites échelles, à essayer de réduire d'une certaine façon la très grande diversité des phénomènes et des objets à une unité sous-jacente. Bien. Alors, on va commencer par un petit voyage pour rappeler un petit peu les termes. On parle de planètes, étoiles, galaxies, etc., univers. Un petit voyage très rapide qui, cette fois, va ressembler plutôt à des poupées gigognes, mais c'est plus légitime d'en parler, alors que ce n'est pas du tout légitime, c'est une fausse image en physique du très petit. Pour ce dont je vais parler, l'image est plus correcte. Donc commençons par ce qu'on appelle le système solaire. Alors là, vous avez une représentation, ce qu'on appelle une vue d'artiste, du système solaire, simplement pour rappeler que notre système solaire ne se réduit pas à une étoile, le petit point brillant jaune que vous voyez au centre, entouré simplement de quelques grains de poussière qui seraient les 9 ou les 10 planètes, mais comme vous le soupçonnez sur ce schéma, c'est en fait un assemblage d'un nombre invraisemblablement grand, c'est-à-dire des dizaines de milliards de corps de tailles diverses qui gravitent, qui sont liés donc au Soleil par l'interaction gravitationnelle avec la plupart de la matière. Donc cette matière est essentiellement répandue dans un gigantesque halo sphérique autour du Soleil, et les objets les plus importants dans ces grains de poussière, que sont les planètes, sont dans évidemment vous voyez pas mon doigt se projeter sur l'écran. Donc sont essentiellement dans le même plan, là où vous voyez, j'ai peut-être une flèche, voilà, là, les planètes sont essentiellement réduites dans ce plan. Alors quelle est la taille de ce système? Eh bien, c'est à peu près une année-lumière. C'est-à-dire donc la distance parcourue par la lumière en une année. Alors, pour quand même vous donner une idée plus précise du rapport de taille entre le volume du système solaire et la taille du Soleil, eh bien, je sors le truc classique. Ça ne servirait pas à grand-chose de vous dire que le diamètre du Soleil c'est 1 500 000 km et puis qu'une année-lumière ça fait 10 000 milliards. Je vous dis simplement le Soleil c'est cette bille de 1 cm. Et à cette échelle-là, l'année-lumière, c'est-à-dire la taille de ce que vous voyez là, c'est 100 km. Et donc dans ce volume de 100 km autour de cette petite bille, vous avez des dizaines de milliards de corps, essentiellement des comètes et des astéroïdes et des grains de poussière interstellaire, plus quelques-uns un peu plus gros, que sont les planètes. Donc ça, c'est la première échelle, celle du système solaire. L'ensemble de ces corps gravitent autour du Soleil. Deuxième échelle, l'échelle des étoiles. C'est-à-dire, donc là, représentez-vous bien par rapport au schéma précédent, on fait un énorme zoom arrière et tout cet ensemble va devenir un point infinitésimal et un point qui est une étoile.
Et là, vous voyez donc un champ dans notre galaxie, un champ où il n'y a que des étoiles. Vous voyez quelques dizaines de milliers d'étoiles ici dans ce champ. Vous avez des étoiles de différentes couleurs parce qu'elles sont à des températures différentes. Et donc chaque étoile fonctionne à peu près comme notre étoile Soleil. Et probablement, d'ailleurs c'est l'une des découvertes intéressantes de ces dernières années, la plupart de ces étoiles sont également entourées de cortèges de planètes et de comètes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la découverte des planètes extrasolaires. Sur le plan des dimensions, la distance typique entre deux étoiles en moyenne, c'est de l'ordre de 5 années-lumière. On va passer à l'échelle supérieure. Donc ces étoiles font partie d'un vaste système, notre galaxie, qui porte un nom, la Voie lactée. D'ailleurs, l'une des rues pour venir ici porte ce très joli nom, la Voie lactée. Ça fait plutôt allusion au film de Buñuel, puisqu'ici on est plutôt dans les anciens studios de cinéma plus que dans l'astronomie. Mais donc c'est la galaxie. Donc notre Voie lactée, c'est notre Star Academy à nous. C'est-à-dire que donc c'est l'ensemble des quelques 100 à 200 milliards de soleils qui sont liés dans ce très vaste système que vous voyez aplati. Alors ce n'est pas notre galaxie, c'est une autre galaxie, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la nôtre. Le soleil se trouve quelque part par là, notre système solaire se trouve quelque part par là, dans le disque de la galaxie, plutôt à la périphérie. Et la taille, eh bien c'est 100 000 années-lumière, la taille typique d'une galaxie. Maintenant on fait encore un zoom en arrière. Et cette galaxie-là, 100 000 années-lumière, va se réduire à un point, c'est-à-dire on va utiliser un télescope plus puissant, qui va vous montrer un champ incroyablement peuplé d'objets. Tous ces objets, mis à part les quelques objets très brillants qui ont des barres verticales et qui sont des étoiles de notre galaxie, tous les autres points, ces myriades, ces dizaines de milliers de points que vous voyez, sont toutes des galaxies. Chacune de ces galaxies, donc, étant des assemblages. 200 à 200 milliards d'étoiles. Les distances moyennes entre les galaxies sont de l'ordre de 10 millions d'années-lumière. Pour finir, l'univers observable. Je ne parle pas de l'univers en tant que tel, je vous en parlerai tout à l'heure, l'univers réel, l'univers matériel, mais il y a au moins un univers observable, celui qui est accessible à nos télescopes, un petit peu comparable en fait au cercle d'horizon du navigateur. Le navigateur à la surface de l'océan, il a un horizon autour de lui qui a la forme d'un cercle, qui est dû en fait à la courbure de la Terre. Il ne peut pas voir au-delà de ce cercle. Eh bien, en astronomie, en cosmologie, il y a également un horizon qu'on appelle un horizon cosmologique qui est dû à la courbure de l'espace et du temps, prédite par la théorie de la relativité générale. Donc c'est ce qu'on va appeler l'univers observable. Vous avez ici une carte sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, parce que c'est l'un des résultats les plus fascinants de ces dernières années, une carte réellement de l'ensemble de l'univers observable. Alors ça ne ressemble pas à des étoiles et des galaxies, je vous dirai pourquoi. Et typiquement aujourd'hui, on pense que la taille, le diamètre total de l'univers observable, c'est de l'ordre de 100 milliards d'années-lumière. Voilà. Alors, bon, là, je vous ai donné des échelles d'espace, et il faut bien comprendre qu'en astrophysique, l'espace est entièrement couplé, réellement couplé au temps, parce que nous percevons les images que je vous ai montrées, c'est des images véhiculées par la lumière, qui voyagent donc à vitesse finie, 300 000 km par seconde, et donc à chaque fois que nous explorons des grandes distances spatiales, nous explorons également les profondeurs du passé de l'univers, et c'est ce qui va nous permettre de faire de la cosmologie et d'essayer de reconstituer l'histoire au passé de l'univers. Est-ce que je peux juste vous couper là? Oui, bien sûr. Si ça fait 100 milliards d'années-lumière, ça veut dire que pour que cette matière se répande comme ça sur 100 milliards d'années-lumière, si elle se déplace, si elle s'éloigne l'une de l'autre à la vitesse de la lumière, l'univers a 100 milliards d'années. Non. Alors c'est une idée qui est couramment répandue, non seulement dans le public, y compris les publics cultivés, mais je dois dire même auprès de ma propre communauté. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure, l'univers a 14 milliards d'années. Et on pourrait croire que donc la lumière, depuis le début de l'univers, n'a pas parcouru plus de 14 milliards d'années, et que donc la taille de l'univers ne peut pas être de 100 milliards d'années-lumière, parce qu'on a oublié là-dedans, c'est un facteur essentiel, qui est l'expansion du tissu spatial, qui a énormément dilaté la taille de l'espace lui-même, en emportant avec lui les rayons lumineux, qui continuent à voyager à la vitesse de la lumière localement, mais en fait la taille de l'univers observable, elle est beaucoup plus grande donc que les 15 milliards d'années-lumière, contrairement à ce que l'on croit et à ce qu'on lit de partout. Avant d'aborder les problèmes essentiels, fondamentaux de Big Bang, origine de l'univers, quelques belles images pour montrer
que l'astronomie du XXe siècle, grâce donc à la fois à ces développements instrumentaux qui permettent de prendre des superbes clichés astronomiques comme celui que vous voyez là, permettent par le biais de la physique, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement des astres, permet de retracer finalement toutes les étapes de la naissance, de la vie, de la mort d'une étoile. Donc là, à nouveau, c'est une série de zooms. Là, on revient dans notre galaxie, on fait une plongée dans notre galaxie pour s'apercevoir que si on prend une photographie en long temps de pause, on ne se contente plus de voir simplement des points brillants dans du noir, mais avec un long temps de pause, on voit apparaître ce que l'on appelle le milieu interstellaire, c'est-à-dire des vastes nuages de gaz, essentiellement de l'hydrogène, d'où ces superbes images qui superposent effectivement aux objets ponctuels que sont les étoiles, le milieu interstellaire et ces vastes nuages gazeux. Alors regardez bien, j'ai tendance toujours à montrer avec le doigt, donc regardez bien cette structure qui sont donc une nébuleuse gazeuse qu'on appelle la nébuleuse de l'aigle, parce que ça ressemble un petit peu à des nids d'aigle, qui sont donc de grandes volutes gazeuses de quelques années-lumière de hauteur. On va faire un zoom grâce donc à un autre instrument qui permet d'avoir un champ plus précis, qui est en fait le télescope spatial. On va faire un zoom là-dessus. Vous allez reconnaître donc ces trois excroissances sous forme de ces trois piliers, cette fois-ci pris par le télescope spatial Hubble. Alors, les Américains qui aiment beaucoup les noms spectaculaires, ils ont appelé ça les piliers de la création. Alors pourquoi? Ça ne correspond absolument pas à la création du monde. C'est vrai que beaucoup d'Américains sont créationnistes, mais tout de même, vous allez comprendre pourquoi. On va faire un zoom sur le sommet d'un de ces piliers. On a l'image suivante. Et encore un zoom, vous allez commencer à voir apparaître des sortes de petites excroissances au-dessus de ce pilier. Si on fait un zoom sur cette région-là, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la naissance d'une étoile. Donc vous voyez, les progrès de l'observation astronomique nous permettent aujourd'hui de capter sur le vif des étoiles en train de naître. Alors que notre propre étoile, ça s'est passé il y a 4,566 milliards d'années. Si les étoiles naissent, elles meurent aussi, parce qu'elles ont, entre les deux, elles ont précisément produit de l'énergie en consommant leur carburant. C'est donc la fameuse fusion nucléaire, autocontrôlée dans les étoiles par la gravitation. Et lorsque les étoiles meurent, elles peuvent mourir parfois de façon spectaculaire. Le Soleil ne va pas connaître une mort aussi brillante. Ce sera une mort lente et moribonde. Là, je vous montre une mort plus spectaculaire d'étoiles. C'est une mort d'une étoile massive, un phénomène extraordinairement puissant et violent et spectaculaire que l'on appelle une explosion de supernova. Et donc là, on voit l'image, le vestige d'une explosion qui a eu lieu il y a à peu près 1000 ans, puisqu'elle a été observée pour la première fois donc, par un astronome chinois en l'an 1054. Et les débris de cette explosion se poursuivent encore aujourd'hui avec ces filaments gazeux qui totalement... Oh, c'est pas loin, c'est à peu près à 6000 années-lumière. Enfin, c'est vraiment la porte à côté. Mais donc, c'est une explosion d'une violence extrême qui libère donc énormément d'énergie. On pense que ce type d'explosion d'étoiles supernova, qui par l'onde de choc qu'elle crée, c'est-à-dire ce gaz en expansion qui se propage dans le milieu interstellaire comme un véritable bulldozer, on pense que c'est une supernova de ce type-là qui a déclenché la naissance de notre propre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire, à cette époque-là, le Soleil n'existait pas encore, le Soleil et les planètes n'existaient pas, il y avait un grand nuage de gaz interstellaire, ce qu'on appelle la nébuleuse présolaire, et puis dans les parages, à quelques années-lumière de là, une grosse étoile a explosé, et son onde de choc aurait comprimé et déstabilisé notre nébuleuse présolaire pour faire sa condensation et former le Soleil et les planètes. Et comme on sait que toute l'alchimie des éléments est fabriquée dans les supernovas, c'est-à-dire ce sont ces explosions d'étoiles qui fabriquent l'ensemble des éléments chimiques. Tout à l'heure, Étienne parlait notamment du potassium qui était dans notre squelette et qui était radioactif. Donc, voilà la liste de tous les éléments chimiques à partir du carbone jusqu'à l'uranium. C'est la liste des éléments qui sont fabriqués dans ces explosions d'étoiles très violentes. Ce qui a fait donc dire, en même temps, c'est devenu quasiment un cliché de dire que nous sommes faits de poussière d'étoiles, car donc, effectivement, tous ces atomes-là qui sont dans nos corps ont été injectés il y a 4,5 milliards d'années par l'explosion d'une supernova et ont été injectés dans notre système solaire primitif et se retrouvent aujourd'hui dans notre corps. Donc nous avons quelque part dans nos corps la mémoire de ces événements. L'un des objets au niveau de la compréhension des étoiles, et on va arriver maintenant sur le questionnement sur la gravitation, l'un des objets les plus intrigants de l'astrophysique, c'est qu'est-ce qui arrive à une étoile si elle dépasse une certaine masse critique. Par exemple, aujourd'hui, les théories de l'astrophysique prédisent que si une étoile dépasse 30 fois la masse du Soleil,
C'est beaucoup, 30 fois le masse du Soleil. Le Soleil est une étoile très typique. La plupart des étoiles ont des masses de l'ordre de celle du Soleil. Il n'y a que peut-être une étoile sur 1000 ou sur 10 000 qui dépasse cette masse, mais malgré tout, elles existent. Parce que même une étoile sur 10 000, si vous prenez les 200 milliards d'étoiles de la galaxie, ça fait quand même quelques bonnes dizaines de millions. Eh bien, la théorie prédit que le cœur de ces étoiles est tellement massif que qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a épuisé son carburant, c'est-à-dire lorsqu'il cesse de produire de l'énergie, eh bien, il s'effondre sur lui-même, sous sa propre gravité, pour donner naissance à l'un des objets les plus étonnants de l'astrophysique, les trous noirs, qui au départ sont une des prédictions de théoriciens et qui depuis ont été détectés, indirectement certes, car le trou noir absorbe l'énergie, la matière, donc ne peut pas être vu directement, mais qui depuis, donc, grâce à une armada, notamment de satellites en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, qui captent des éruptions de rayonnement électromagnétique très énergétiques, on appelle les rayons X, détecte donc en fait du gaz en train de disparaître dans un trou noir. Et pourquoi du gaz disparaît dans un trou noir? Eh bien, parce que dans beaucoup de circonstances, les trous noirs vivent en couple, dans des systèmes d'étoiles doubles, et lorsqu'un trou noir est formé, sa puissance de gravité va être telle qu'il va aspirer progressivement l'enveloppe gazeuse de l'étoile qui l'accompagne. Et le gaz donc va être transféré de la grosse étoile à la petite, et avant de disparaître dans le trou noir, il va émettre des bouffées d'énergie et de rayonnement absolument considérables. Donc voici une petite animation, c'est une vue d'artiste, d'un système d'étoiles doubles avec donc ce transfert de matière. Ah, ça marchait tout à l'heure, c'est étonnant. Ah, voilà. Et le son ne marche plus, en revanche. Voilà, donc vous voyez ce transfert de gaz. Alors le trou noir, donc, c'est un petit objet absolument invisible à cette échelle-là, qui serait au centre de ce point extraordinairement lumineux, et qui émet donc des bouffées d'énergie absolument extraordinaires. Et donc c'est par ce type d'observation qu'aujourd'hui on a réellement acquis la quasi-certitude que les trous noirs existent bel et bien dans l'univers. Et c'est là où les questionnements plus fondamentaux interviennent. Parce que pour l'instant, je vais vous montrer des très belles images, des choses intéressantes sur l'origine des éléments et les morts des étoiles, mais je ne vais pas vraiment parler de physique fondamentale. Or, quand on parle des trous noirs, par exemple, ben, qu'est-ce qui est à l'origine de la formation d'un trou noir? C'est l'effondrement gravitationnel. Ça veut dire qu'il y a l'une des interactions fondamentale de la nature, la gravitation, qui est responsable de ce phénomène. Et donc il faut savoir que, ce qu'on nous apprend à l'école aujourd'hui, et depuis longtemps sur la gravitation, eh bien c'est faux, de la même façon que lorsqu'on parle du modèle atomique, genre système planétaire en miniature, c'est faux, parce que tout ce qu'on enseigne, ça ne marche pas pour décrire la vraie réalité du très petit ou du très grand. Donc aujourd'hui, pour parler correctement des trous noirs et d'autres objets dans l'univers, il faut faire appel à ce qu'on appelle la relativité généralisée, donc due également effectivement à Albert Einstein, qui décrit cette fois-ci la gravitation non pas comme une force mystérieuse émanant des corps massifs, et qui retient les planètes, par exemple, et pour leur conférer des trajectoires elliptiques, mais comme en fait un effet de courbure de l'espace et du temps. Alors, en fait, l'idée de base de la relativité générale, figurée de façon très naïve par ce schéma, c'est qu'en fait, l'espace est d'abord lié au temps, couplé au temps, dans une structure mathématique, donc à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace, une dimension du temps, liées entre elles. Mais surtout, cet espace et ce temps ne sont pas rigides, ne sont pas donnés a priori, comme le pensait Newton, comme le pensaient les philosophes comme Kant. Ce ne sont pas des données a priori et absolues indépendantes de nous. Il n'y a pas un espace donné une fois pour toutes et un temps donné une fois pour toutes en relativité. Il y a un espace-temps, et cet espace-temps a une forme, a une structure, et cet espace-temps est modelé par la densité de l'énergie, par la distribution des corps massifs. Et ce qu'on va appeler gravitation dans ce nouveau schéma, ce n'est que le résultat de l'élasticité de l'espace-temps, c'est-à-dire de la courbure de l'espace et du temps par les corps massifs, ce qui est donc visualisé de façon très naïve dans ce schéma où vous voyez une sorte de tissu élastique en dessous, là, jaune, tissé par des rayons lumineux, qui serait le tissu réduit à 2 dimensions pour le besoin de visualisation, le tissu élastique de l'espace-temps, engendré par la présence donc d'un corps massif tel qu'une étoile. Alors les trous noirs là-dedans, eh bien, serait la conséquence inéluctable en fait de l'effondrement, c'est-à-dire du creusement d'un puits tellement profond dans le tissu élastique de l'espace et du temps, suite donc à
à l'augmentation de la densité de matière dans une étoile qui s'effondre pour produire donc des distorsions tout à fait extraordinaires de l'espace et du temps. Alors tout ça, ça paraît très lointain, très loin de nous, c'est fascinant, les livres marchent bien, les conférences sur les trous noirs attirent beaucoup de monde, mais franchement, c'est vrai que là, on peut se dire, mais à quoi ça sert, mis à part de nous faire rêver. Encore que le potentiel de rêve joue un rôle extrêmement important dans nos sociétés. Mais comme on l'a dit aussi, on ne peut jamais préjuger de savoir si un jour la physique fondamentale et très spéculative va servir à quelque chose ou pas. Figurez-vous que la théorie de la relativité générale prédit, parmi les modèles possibles et des descriptions possibles des distorsions de l'espace et du temps engendrées par les trous noirs, cette chose tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire l'idée que si dans une région de l'espace-temps, une grosse densité de matière a créé un trou noir, un puits de l'espace et du temps, ce puits ne pourrait ne pas être bouché, mais pourrait en fait interconnecter, connecter le trou noir à une région éloignée de l'espace et du temps, que l'on appelle un trou blanc, parce que ça fonctionnerait à l'inverse d'un trou noir, et qui connecterait par l'intermédiaire de ces tunnels, appelés des trous de verre, donc des régions éloignées de l'espace, qui pourraient faire office de raccourci d'espace-temps, et qui permettraient éventuellement, si on pouvait franchir sans encombre ces structures bizarres, de franchir des distances absolument considérables, sans jamais pourtant dépasser la vitesse de la lumière, simplement parce que la structure même de l'espace serait en fait extrêmement subtile, et contiendrait ces types de raccourcis. C'est complètement chiffonné comme théorie. Pas encore. Là, ce n'est que le début du chiffonnage. Donc le chiffonnage, je vais y venir le plus rapidement. Maintenant, le Big Bang. Vous voyez, vous verrez en fait que le Big Bang n'est pas... Vous remontez le temps, vous aussi. Je remonte le temps. L'astronomie ne peut pas faire autrement que de remonter le temps lorsqu'il observe plus loin dans l'univers. Donc le Big Bang, c'est la tentative en fait de reconstruction de la structure, de la forme, de l'évolution globale de l'univers, c'est-à-dire l'univers rempli de galaxies, comme le suggère ce cliché. Alors, une fois qu'au début du XXe siècle, enfin, il y a moins de 100 ans, ce n'est que depuis 1925 que l'on sait qu'il existe, avec certitude, qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. Donc ce sont des acquis relativement récents, mais qui sont absolument fondamentaux dans notre compréhension. Einstein pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie. À l'époque où Einstein a élaboré sa théorie de la relativité, on restait majoritairement à l'idée qu'il n'existait qu'une seule galaxie dans l'univers. Et puis des observations des années 1925 ont identifié de nombreux objets qu'on appelait des nébuleuses comme étant des galaxies à part entière, donc situées à des distances considérables. Une fois que ces objets étaient identifiés comme des galaxies lointaines, on s'est intéressé à leur déplacement par rapport à nous, pour voir comment ça bougeait. Alors pour ça, on utilise une technique bien connue en astronomie et également dans la police, ce qui est la spectroscopie. Dans la police, je vous dirai pourquoi. Dans la spectroscopie, vous savez, on décompose la lumière d'une source, par exemple une étoile, à travers un prisme, et donc on décompose la lumière en ses différentes fréquences. On a donc des raies spectrales qui ressemble un petit peu finalement à une sorte de code-barre qui est la véritable signature, la carte d'identité de la source cosmique. Mais pour le propos qui m'intéresse là, c'est-à-dire la vitesse de ces objets, on utilise un phénomène physique qu'on appelle l'effet Doppler, qui est justement utilisé donc par les radars de police pour repérer nos excès de vitesse. C'est que si la source se rapproche de l'observateur, eh bien l'ensemble du code-barre, l'ensemble du spectre est décalé vers la partie bleue. Et si au contraire la source s'éloigne de l'observateur, eh bien l'ensemble du spectre est décalé vers le rouge. La très grosse surprise des années 1925, de ces observations, a consisté à montrer finalement qu'il y avait un décalage systématique vers le rouge de toutes les galaxies que l'on observait, comme si toutes les galaxies partaient autour de nous, ce qu'on appelle la fuite générale des galaxies. Alors pour le comprendre, il ne faut pas s'imaginer naïvement que nous sommes au centre d'une gigantesque explosion, avec des galaxies qui partent dans toutes les directions. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les galaxies à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde par rapport à nous? En fait, l'explication fondamentale se trouve dans toujours cette théorie de la relativité générale, cette notion de courbure de l'espace et du temps, mais au lieu cette fois-ci de dire que l'espace est localement courbé par un seul corps massif, vous imaginez l'univers à grande échelle, vous avez en fait une distribution à peu près uniforme de milliards et de milliards de galaxies. Et on peut imaginer que, et on calcule, quand on calcule les solutions des équations, dans ce cadre-là, on trouve que le tissu élastique de l'espace-temps, il est uniformément courbé, donc il n'y a pas un endroit plus courbé que les autres, contrairement à ce schéma, et en plus il va avoir spontanément tendance à se dilater ou à se contracter, comme ceci. Eh bien c'est grâce à cette modélisation qu'on a pu élaborer ce qu'on appelle les modèles de Big Bang. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent de nous, c'est l'espace qui, en chacun de ces points, se dilate sous l'effet d'une distribution uniforme de matière et d'énergie.
Conséquence inéluctable donc de la théorie de la relativité générale et donc qui fait donc ses preuves dans les observations astronomiques. Donc ces fameux modèles de Big Bang ils sont retranscrits sur ce seul diagramme mathématique que je vous montrerai. Vous avez ici donc l'échelle de temps horizontalement, l'échelle d'espace et ici vous avez les trois modèles possibles calculés par la relativité générale qui décrivent donc l'histoire totale de l'univers, de notre univers. Donc soit un univers qui commence toujours dans une singularité initiale, le Big Bang, qui reste encore à élucider, qui est un univers de type fermé, puisque vous voyez que ce type d'univers, eh bien, après avoir atteint une taille maximale, s'effondre sur lui-même et se termine dans un Big Crunch. Donc, ça correspond à un futur fermé. L'alternative, c'est un univers ouvert, c'est-à-dire une expansion perpétuelle, avec deux possibilités, une expansion qui se ralentit au cours du temps ou une expansion qui s'accélère au cours du temps. Aujourd'hui, nous observons que l'univers est en expansion, donc nous sommes sur une branche comme ça, et toute la question, depuis 80 ans, consiste à essayer de savoir ce qu'est le branchonné, quel est le futur lointain de l'univers, d'une part, et après, peut-on reconstituer le passé de l'univers? Eh bien, en fait, les résultats récents de la cosmologie nous disent que c'est l'étude du passé de l'univers qui va permettre de répondre à la question sur son futur. Alors, faisons un zoom sur l'univers primitif. Et aujourd'hui, donc, nous avons accès aux propriétés de l'univers primitif à travers l'observation, vous revoyez la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est un rayonnement, c'est la première lumière qui a été émise dans l'histoire de l'univers à peu près 380 000 ans après le début de l'expansion de l'univers, que conventionnellement, donc, on va appeler Big Bang. Et ça, donc, c'est 380 000 ans après le Big Bang. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Eh bien, d'abord, sur cette carte, c'est pas une carte qui est prise avec des télescopes ordinaires, c'est une carte qui est prise dans le domaine des micro-ondes, et on l'a filtrée, cette carte, on a enlevé les parasites, j'entends les étoiles, les galaxies, etc., pour accéder réellement aux propriétés du fond de l'espace. Hein, bon. Et pour observer donc finalement le rayonnement fossile, le vestige refroidi de l'univers primitif qui était extrêmement chaud. Et on a codé simplement sur cette carte qui représente l'ensemble de l'univers observé dans toutes les directions, représenté simplement comme le map-monde céleste à 2 dimensions, on a codé les infimes fluctuations de température ou de densité de l'univers à cette époque. Alors c'est une carte qui peut-être ne paie pas de mine avec ses couleurs et ses grumeaux, mais c'est sans doute l'image les plus extraordinaires de toute l'astrophysique depuis toujours, car en fait on voit là les germes de toutes les structures astronomiques qui existent aujourd'hui. Faisons un zoom sur l'un de ces grumeaux, ici, et si on développe dans le temps l'évolution de ces grumeaux laissés à la gravitation, eh bien on voit se former les premières galaxies et les premières étoiles au bout de 200 millions d'années. Donc on a une sorte ici de genèse, une image qui nous montre la genèse des structures astronomiques. Alors, pourquoi, à travers l'analyse précise de ces grumeaux, on arrive aujourd'hui en fait à répondre à des questions avec assez de précision, des questions qui turlupinent les cosmologistes depuis de nombreuses années, et pas que les cosmologistes, qui turlupinent les philosophes depuis 2500 ans, quel est par exemple l'âge de l'univers, l'espace est-il fini, est-il infini, etc. On pense aujourd'hui avoir des éléments de réponse très sérieux à ces questions en analysant les vibrations, c'est-à-dire la façon dont se distribuaient les grumeaux. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une certaine façon, l'univers pendant 380 000 ans s'est comporté comme un tambour qui a vibré. Et vous savez que si on répartit du sable sur un tambour et qu'on le fait vibrer de diverses manières, on obtient des figures géométriques qui montrent certaines les façons de vibrer du tambour. Donc on montre les harmoniques, on décompose, un son musical, on le décompose en harmoniques. Eh bien on fait pareil avec l'univers primitif, on décompose par des mathématiques très compliquées les harmoniques fondamentales, la façon dont l'univers a vibré, et on arrive à reconstituer les propriétés de l'univers, qu'on a appelé les paramètres de l'univers. Voici les dernières données qui datent de février 2003, avec un satellite de la NASA appelé WMAP. L'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. La première lumière, je vous l'ai montré, a été émise au bout de 380 000 ans. Les premières étoiles se sont formées au bout de 200 millions d'années. On sait aussi de quoi est fait le tambour cosmique, de quoi est fait l'univers. La matière visible, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les étoiles et les galaxies, ces images prodigieuses montrées par les grands télescopes, ne représentent que 0,3% de l'ensemble de l'énergie qu'il y a réellement dans l'univers. Donc je confirme évidemment ce que disait Étienne, l'essentiel c'est de la matière sombre et invisible. Dans cette matière sombre et invisible, il y a 4% seulement, on voit la répartition également sur ce camembert, la matière, l'ensemble des galaxies et des étoiles, c'est ce petit filet jaune. Dans la matière sombre, on va dire qu'il y a de la matière sombre ordinaire, c'est-à-dire fabriquée d'atomes, c'est-à-dire les protons, les neutrons, etc., les mêmes particules qui constituent les étoiles, les planètes, etc., mais simplement qui n'émettent pas de rayonnement électromagnétique, c'est 4%.
Il faut rajouter 24% de matière sombre, disons extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas composée de protons et de neutrons, donc par exemple des neutrinos massifs et tout un ensemble d'autres particules possibles prédites par des théories d'unification. Et enfin, et ça a été l'une des très grandes surprises de ces dernières années, l'essentiel de l'énergie de l'univers, c'est-à-dire donc du destin de l'univers, de l'histoire de l'univers, est gravé dans une forme d'énergie qui n'est pas particulière, qui n'est pas matérielle, et que on appelle provisoirement l'énergie noire, et que les physiciens théoriciens actuellement tentent de modéliser, notamment à travers ce qu'on appelle le vide quantique, c'est-à-dire l'énergie qui serait potentiellement contenue dans le vide, mais le vide défini par la physique quantique. Donc l'univers actuellement serait gouverné par le vide quantique, ce qui permet de répondre à la question du destin futur de l'univers, expansion perpétuelle accélérée. Car il se trouve que ce vide quantique, en tout cas cette énergie noire, au contraire de la gravitation qui a tendance à faire se concentrer la matière, l'énergie noire a tendance au contraire à faire exploser l'espace en chacun de ses points, et donc à augmenter la vitesse de dilatation de l'univers. Donc aujourd'hui, depuis simplement quelques mois, couplé à d'autres observations, on pense que le destin futur de l'univers, c'est celui-là. Destin numéro 3, expansion perpétuelle accélérée. Les propriétés du tambour cosmique permettent également, en principe, d'avoir des idées sur la forme de l'espace, la forme et la taille de l'espace. Est-il fini ou est-il infini? C'est une très vieille question, vous en conviendrez. À travers l'analyse des vibrations du tambour, dans les dernières données, il y a quelque chose de très curieux. À partir d'une certaine taille, le tambour ne vibre plus. Il y a plusieurs explications possibles. L'explication qui paraît la plus naturelle, en tout cas à notre équipe, qui a travaillé là-dessus, c'est que le tambour était fini. Et évidemment, il ne peut pas vibrer avec des longueurs d'onde plus grandes que sa propre taille. Appliquant ça à l'idée de l'univers, à l'ensemble de l'univers, si on n'observe pas des grandes longueurs d'onde de vibration dans l'univers, c'est que peut-être l'univers est plus petit que ce que l'on croit. Et ça fait appel donc à une théorie au départ mathématique et qui commence à être étayée par des observations astronomiques, qui s'appelle donc la possibilité d'un univers chiffonné, c'est-à-dire d'un univers, d'un espace qui est physiquement en fait plus petit que ce que l'on voit, et en fait nous serions plongés dans un mirage cosmique qui nous ferait croire que l'univers apparent est plus grand que le véritable univers. Un exemple très simple d'univers chiffonné, c'est vous prenez une pièce entièrement tapissée de miroirs, vous allumez quelques bougies et vous verrez des milliers de bougies, vous aurez l'impression en fait de vivre dans une répétition, dans un espace très grand, tapissé d'une sorte de pavage de pièces qui se répètent à l'infini. Voilà. Donc dans ce cas-là, l'espace réel c'est simplement le cube central, et puis l'espace observé c'est une répétition de ce cube-là. Alors de façon très surprenante, les dernières données astronomiques supportent éventuellement la possibilité que l'espace soit de ce type-là. Alors évidemment, pas aussi naïf qu'un cube tapissé de miroirs, il n'est pas question de dire que l'espace a des parois physiques réfléchissantes, mais donc l'une des propositions assez étonnantes de ces derniers mois, c'est l'idée que notre espace pourrait être de taille finie, avec une structure spatiale ressemblant à cette figure géométrique que l'on appelle un dodécaèdre. Si vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur de ce dodécaèdre, bien entendu, puisque par définition, il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur à l'espace. Ce dodécaèdre va représenter l'espace. Si vous allez vers ce qui est apparemment un bord du dodécaèdre, c'est-à-dire vers une face pentagonale, dès que vous semblez sortir de la face pentagonale, vous rentrez immédiatement de l'autre côté, en ayant fait une petite rotation de 36 degrés, et ainsi de suite, à l'infini. Vous voyagez à l'infini, indéfiniment dans un espace qui est pourtant fini, mais sans frontières et sans limites. C'est ce qu'on appelle donc l'espace dodécaédrique de points carrés. Vivant dans cet espace, on serait soumis à une illusion d'optique qui nous ferait croire que cet espace est plus grand et se démultiplie. Une sorte d'empilement de dodécaèdres qui donnerait l'illusion de l'univers réel. On est des poissons rouges dans un bocal, finalement. Un peu de... Oui, le problème, qui c'est qui a fabriqué le bocal? Ça serait peut-être la question finale. Donc un peu de la même façon que si vous prenez la surface d'un ballon, on a beaucoup parlé de ballon aujourd'hui, vous pouvez paver un ballon avec 12 pentagones incurvés, et bien à 3 dimensions, vous pouvez paver un super ballon, qu'on appelle une hypersphère, avec 120 dodécaèdres pour obtenir l'univers des apparences, l'univers observé. Ça, ce serait l'architecture invisible donc, de l'espace dans lequel se déroulerait, dans lequel on verrait les galaxies. Pour vous donner donc une idée plus simple, simplement à 2 dimensions, de ce que l'on pense dans ce modèle-là, qui ne fait pas encore l'unanimité, bien entendu, ça demande à être précisé, la taille de l'espace observé, de l'univers observé aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, 100 milliards d'années-lumière en diamètre, donc ça fait un rayon d'environ 53, la taille de l'espace physique, ce sera un petit peu plus petit.
Et donc avec un volume global de l'espace qui ne représenterait que 80% du volume de l'univers observé. Ce qui implique bien qu'il y aurait quelque part des mirages. En observant dans les confins de l'espace, nous verrions en fait le début de la démultiplication, le début de la mosaïque dodécaédrique, c'est-à-dire nous verrions des images fantômes. Alors ça, c'est sur la forme de l'espace. Reste maintenant, pour finir, la reconstitution, essayer de s'approcher au plus près du Big Bang. Essayer de s'approcher au plus près du Big Bang, c'est monter sans cesse en énergie dans le passé de l'univers. On ne va pas vers un temps zéro, car le temps zéro, en fait, c'est une absurdité physique, c'est une extrapolation d'une théorie qu'il va falloir changer, mais on va monter en énergie. Donc, voici très schématiquement l'univers observé aujourd'hui, 13,7 milliards d'années, je le disais. La première lumière émise par l'univers au bout de 380 000 ans, donc depuis 13,7 milliards d'années, c'est à peu près la même chose. Maintenant, les physiciens s'intéressent à ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire essayer de raconter l'histoire des 380 000 premières années de l'univers. Alors, bon, on est armé de différents outils pour étudier cet univers primitif, et pour rebondir sur ce que disait Étienne, notamment dans des accélérateurs de particules, on recrée localement des conditions que l'univers a dû connaître à certaines étapes de son évolution, et notamment, eh bien, les expériences faites au LEB, la découverte de W, de Z, etc., il y a quelques années, permet quelque part de sonder les propriétés de la matière, et donc de ce qui a pu se passer, ce qui a dû se passer dans l'univers primitif, au bout seulement de ce petit temps que vous voyez là, qui est de l'ordre de 10 milliardièmes de seconde, où donc les prédictions du modèle sont effectivement vérifiées en accélérateur de particules. Évidemment, nous, ce que nous aimerions connaître, c'est remonter encore plus loin en énergie, plus loin dans le temps si vous voulez, et arriver carrément à un scénario possible sur la genèse de l'espace et du temps à travers, décidément, voilà, vous voyez, j'ai un vieil ordinateur, donc il n'est pas très rapide, ça c'est tout le problème du budget de la recherche. À travers ce qu'on va appeler les fluctuations quantiques, c'est-à-dire peut-être le surgissement spontané de l'espace et du temps, pardon, je vais passer, le surgissement spontané de l'espace et du temps à travers ce qu'on va appeler les fluctuations quantiques qui se seraient déroulées à ce temps extraordinairement petit de 10 puissance moins de 35 secondes. Et je vous montre une simulation numérique qui vaut ce qu'elle vaut, du vide. On modélise le vide, l'énergie du vide quantique, et on calcule son évolution spontanée. Et on s'aperçoit que dans certains schémas théoriques, ce vide quantique est fondamentalement instable et a tendance à exploser. J'espère que le film va marcher. Donc voici l'état initial du vide quantique à cette époque-là, n'est-ce pas? Et en un temps du même ordre, voici comment il évolue spontanément, parce qu'il est livré à lui-même. Ça, c'est le Big Bang. Pas tout à fait. Chipotez pas. C'est une modélisation possible, en fait, de la naissance spontanée de l'espace, du temps et de l'énergie à partir du vide quantique. Voilà, parce que le Big Bang... Pas forcément le Big Bang. Le Big Bang, après, on va essayer de l'éliminer. Si on pense au Big Bang en tant que temps zéro, c'est une aberration, voilà, une extrapolation indue de la théorie. On sait qu'il faut trouver autre chose. Donc, pour l'instant, les modélisations théoriques les plus extrêmes font intervenir donc cette idée de naissance spontanée par fluctuation de l'énergie du vide quantique pour donner naissance donc à non plus un seul univers, mais des univers. Car les pics que vous voyez, analogues à cette très grande vague d'un océan bouillonnant d'énergie, correspondraient à la probabilité d'apparition d'un univers. Le nôtre serait un cas particulier sur un pic particulier. Et dans ce schéma-là, il pourrait exister donc une infinité d'univers nés dans des conditions différentes, à des époques différentes, à partir des fluctuations du vide quantique. Ce vide quantique étant finalement, pouvant être dans le cadre de cette théorie, l'entité réellement fondamentale, préalable à l'espace, au temps et à la matière. C'est-à-dire que la matière, l'énergie et le temps naissent du vide quantique, on est d'accord? Dans ce schéma-là. Voilà, qui est un état hyper stable de la matière. Enfin, vous me disiez que le vide quantique, c'est l'état le plus stable. Disons que c'est l'état d'énergie. Si vous enlevez tout, l'énergie est à son niveau minimal. Donc vous êtes dans l'état fondamental du système, qui normalement, donc c'est l'état stable, sauf qu'en fait, s'introduit en physique quantique le principe d'incertitude, qui fait que même dans ce niveau d'énergie minimale, l'énergie a spontanément tendance à fluctuer, et fluctuera d'autant plus de façon d'autant plus importante que vous l'observerez sur des échelles de temps plus courtes. Alors dans les échelles de temps aussi courtes que celles-là, on trouve que les fluctuations d'énergie peuvent être absolument gigantesques. Dans ce schéma, je le répète, là j'arrive à des choses beaucoup plus spéculatives que ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Il y a la possibilité que
certains de ces univers, nés donc par fluctuation du vide quantique, puissent s'auto-reproduire, c'est-à-dire que si dans ces univers, représentés de façon ici extraordinairement naïve par cette bulle en expansion, vous avez un trou noir qui se forme, eh bien en fait, le trou noir pourrait engendrer au fond de lui-même un nouvel univers qu'on appelle un bébé univers, et ainsi de suite. Si le nouvel univers formé a des conditions favorables à la création, à la production de nouveaux trous noirs, il va à nouveau engendrer d'autres univers. Et donc on voit que les connexions possibles entre ces univers se feraient par l'intermédiaire des trous de verre. Donc, vous voyez que en fait, le problématique des trous noirs qui était née à partir d'une interrogation sur l'évolution des étoiles peut avoir des répercussions absolument considérables et fondamentales au niveau donc, le plus fondamental, donc au niveau le plus profond sur la structure de notre espace. Et pour finir, en fait, la recherche, donc, pour faire fonctionner ces théories étranges dans lesquelles la physique quantique jouerait un rôle fondateur dans le début de l'univers, au même titre que la gravité, il faut donc, comme l'a dit Étienne, marier la gravité, l'interaction, la description de l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire la relativité générale, la courbe de l'espace-temps, avec donc la physique quantique, la théorie quantique des champs. Alors actuellement, on ne sait pas le faire, mais il y a plusieurs pistes qui sont explorées, et parmi les pistes explorées, qui sont un peu plus médiatisées que les autres, je ne parle pas de médiatisation dans la chaîne de télévision, je parle de médiatisation dans notre propre milieu, le nombre d'étudiants qui s'inscrivent sur ces sujets de thèse, il y a l'idée, donc on appelle ça les théories des supercordes ou les théories Branner, l'idée qu'en fait il puisse y avoir des dimensions supplémentaires à l'espace. Alors, pourquoi? Bon, très brièvement, c'est qu'au départ, cette idée de supercorde est partie d'abord de l'idée de corde, c'est l'idée en fait. Je reviens au départ à l'idée de diversité-unité. Expliquer la diversité incroyable des particules, des particules élémentaires, c'est très bien déjà d'arriver à classer l'ensemble des particules élémentaires en 6 leptons, 6 quarks, plus quelques bosons intermédiaires. C'est déjà un exploit extraordinaire. Des hadrons aussi. Non, les quarks sont des hadrons. Donc, les entités fondamentales des hadrons, ce sont les quarks. C'est un détail. Voilà. Bon, eh bien, quelqu'un en 1968 a eu une idée, a priori étrange, et dit écoutez, si vous voulez simplifier les choses, on va simplement imaginer que l'ensemble de toutes les particules, de quelque nature que ce soit, se réduisent en 2 familles simplement, qu'on va appeler des cordes, et ces cordes, elles sont soit ouvertes, elles sont soit fermées. Toutes les particules élémentaires, autres que celles qui véhiculent la gravité, qu'on appelle le graviton, ce sont des cordes ouvertes, mais alors qu'est-ce que c'est une corde? C'est une entité géométrique infinitésimale qui vibre. Et donc, les particules qui véhiculent la gravité, ce seraient des cordes fermées. C'est une très jolie idée assez pythagoricienne, qui revient encore une fois à faire vibrer l'espace-temps pour en expliquer les propriétés et expliquer la matière. C'est que ce que l'on va appeler dans ce schéma-là, qui reste encore spéculatif, je vous dis, mais une piste intéressante, ce qu'on va appeler particules, ce n'est plus une petite bille très petite auquel on va attribuer une masse, une charge électrique, un spin, etc. Ça va être une entité géométrique extraordinairement petite qui va vibrer, et la musique de cette particule, la façon dont elle vibre, va lui donner son nom de proton, de neutron, etc. Évidemment, ces cordes, en se croisant, peuvent interagir, changer leur mode de vibration, d'où redescription complète de l'ensemble des particules, des phénomènes d'interaction entre les particules élémentaires. Il y a un prix à payer pour ça, si on veut simplement se classifier en deux espèces toutes les particules, c'est qu'il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace, c'est-à-dire ne plus se contenter des 3 dimensions d'espace usuel, mais de faire l'hypothèse qu'il existe un espace fondamental, le véritable espace, aurait 10 ou 11 dimensions, et donc en fait toute la réalité entre guillemets physique que nous mesurons, que nous observons dans le télescope, que nous mesurons dans l'accélérateur de particules, serait collée dans un feuillet, une tranche tridimensionnelle, qu'on appelle une 3-brane, une brane tridimensionnelle, d'un espace fondamental à la structure extraordinairement plus riche, potentiellement plus riche, que ce qui est accessible donc à nos expériences. Donc en fait, voilà, j'ai fini mon parcours. Alors, pour enchaîner sur la discussion éventuellement plus métaphysique et philosophique, malheureusement, nous allons devoir aller à un moment donné dans la pièce d'à côté absorber des particules qui sont des hadrons, je pense. Oui. Et simplement, est-ce que je peux vous poser... Alors, vous avez fini votre exposé, Jean-Pierre, ou vous avez peut-être une conclusion? Si vous me laissez une minute de plus, parce que j'avais une conclusion. Bon, et nous dans tout ça. Donc il y a plusieurs réponses possibles. J'en suggérerai 2 très rapidement. Voici un petit peu les 2 pères fondateurs de la philosophie occidentale, Platon et Aristote. Platon nous a donné un très beau récit qui s'appelle donc le mythe de la caverne de Platon, qui est une parabole sur la condition humaine.
Platon essaie de suggérer que nous, êtres humains, nous sommes des esclaves enchaînés dans une caverne. On ne voit de la caverne qu'une seule paroi, on ne peut même pas tourner la tête. Sur cette paroi, on voit des projections, on voit des ombres. Et nous croyons que ces ombres représentent toute la réalité du monde. Mais Platon, qui est un idéaliste, fait le pari qu'il existe une réalité au-delà de ces ombres et que l'esprit humain, s'il est capable de se libérer de ces chaînes par la science, la philosophie, l'art, la pensée, l'intellect, a accès à ces idéaux et à cette réalité qui dépasse la simple réalité visible. Et vous voyez que cette très belle parabole de la condition humaine semble être aujourd'hui assez en vogue dans le milieu de la physique fondamentale, puisque quand je vous parle de théories à dimension supplémentaire que l'on ne voit pas réellement, de cette matière sombre, 99% de la matière que l'on ne voit pas, mais quelque part, nos mathématiques et nos modélisations permettent d'en retracer l'existence à partir des ombres, des projections infinitésimales que l'on en voit. Donc ça, c'est une réflexion philosophique intéressante, et si on se pose toujours la question de Dieu dans la science, le plus étonnant, c'est que parfois, beaucoup de gens disent, écoutez, finalement, le cercle de la science élargit l'horizon de la connaissance, et ce qu'on va appeler le transcendantal, ou éventuellement Dieu, c'est ce qu'il y a au-delà, c'est dans l'inconnaissable. Ça, c'est une vision théologiquement très pauvre, en fait, de la transcendance. La vraie question, c'est au contraire, pourquoi la science, notre petit cerveau qui était là, arrive à reconstituer éventuellement des propriétés de l'univers qui, a priori, nous échappent de nos sens immédiats. Donc la vraie question du sens, elle est plutôt là. Elle est non pas dans ce que l'on ne connaît pas et dans l'inconnaissable, mais au contraire dans le fonctionnement de ce que l'on connaît. C'est ça, je pense, l'interrogation la plus fondamentale si on pense à ces questions de sacrilège. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait un sacrilège, c'est une vision assez communément répandue dans notre milieu. Et l'autre réponse possible, c'est évidemment à travers la création artistique. Donc je voulais finir évidemment sur, puisqu'il y a eu l'exposition Gauguin, ce fameux tableau d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, c'est enivrez-vous du Berry, auquel on n'a pas encore vraiment répondu encore aujourd'hui. Mais... Alors on va s'enivrer aussi d'ailleurs. Est-ce que...